Bonjour, bienvenue à votre deuxième cours de chimie organique. La dernière fois que nous avons discuté, nous avons parlé des électrons qui sont à l'intérieur des atomes, les orbitales qui les accueillent, ainsi que le tableau périodique. Nous allons continuer en discutant aujourd'hui de comment on représente les molécules qu'on peut faire lorsqu'on assemble des atomes ensemble. Je vous ai préparé un tableau qui se trouve ici, qui s'intitule « Le nombre de liaisons et charge ». Le tableau représente tout ce qu'on peut retirer du tableau périodique qui est situé juste au-dessus. Par exemple, ce qui va être plus important pour nous va être les trois premières périodes du tableau périodique et donc surtout les atomes du bord jusqu'au chlore qui est dans la troisième période. Par exemple, ici, j'ai fait un tableau où le bore et l'aluminium sont dans le groupe 3, le carbone et le silicium dans le groupe 4, azote, phosphore 5, oxygène, soufre 6 et les halogènes, fluor, chlore, brome et iode. À partir du tableau périodique, on peut voir que chacune de ces familles-là ou de ces groupes-là possède un certain nombre d'électrons de valence, possède un certain nombre d'électrons célibataires, des doublets libres parfois, comme l'azote 1 doublet libre, l'oxygène et le soufre 2, les halogènes 3 doublets libres, et le bore et l'aluminium ont une orbitale vide dans leurs espèces, dans leur configuration électronique. Avec ce tableau-là, tableau périodique et le tableau qui est ici, on va pouvoir créer les molécules avec le bon nombre de liaisons autour de l'atome central. Vous pourrez vous y référer lorsque vous avez des problèmes dans les exercices suivants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la lecture et l'écriture des formules décomposées. Par exemple, le carbone. Nous savons que le carbone est une espèce qui possède 4 électrons de valence célibataires. Par exemple, ici, on voit le carbone au centre avec ses 4 points qui sont des électrons de valence qu'on représente. On appelle cette façon-là de représenter la molécule, en représentant chacun des électrons par des symboles différents, une structure de Lewis. Les électrons de valence sont représentés et on doit utiliser des symboles différents pour chaque atome, pour chaque type d'atome, pardon. Et donc, ici, j'ai un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, qui possèdent chacun d'entre eux un électron de valence. J'ai représenté le X, qui symbolise cet électron de valence-là, et au centre, un carbone, qui possède 4 électrons de valence, et c'est les points qui représentent ces 4 électrons de valence-là. Donc, le CH4 peut être représenté dans une structure de Lewis par la structure qui est représentée juste là. En chimie organique, on essaie énormément de se simplifier la vie parce qu'on doit écrire des structures qui sont gigantesques. Très rarement allons-nous représenter les structures de Lewis. On va beaucoup plus travailler avec des Lewis qu'on appelle simplifiés. Où chacune des liaisons, qui normalement est représentée par deux symboles, deux électrons qui sont collés l'un sur l'autre, provenant de deux atomes différents d'un même atome, on les représente par un trait. Les deux électrons ici impliqués dans la liaison entre le carbone et l'hydrogène sont représentés par un trait. Les deux autres ici, même chose. Et donc, ceci, ce serait une représentation de Lewis simplifiée. Regardons la molécule de NH3. Un azote, 3 hydrogènes. L'azote possède, selon le tableau qui est juste plus haut dans notre feuille, 5 électrons de valence. Ces 5 électrons de valence-là, il y en a 3 qui sont célibataires et il y en a 2 qui sont un doublet, donc collés entre eux dans la même orbitale. Ici, vous remarquerez qu'il y a une erreur de logiciel. Voilà. 3 électrons célibataires autour de l'azote font 3 liaisons avec des hydrogènes qui, eux, ont un électron célibataire. On représente donc le Lewis de cette façon-là et le Lewis simplifié de cette façon-là. Chacune des liaisons est simplifiée par un trait. On ne simplifiera pas le doublet d'électrons par un trait. Certains chimistes en Europe notamment le font, mais nous, on ne le fera pas. On va représenter les deux électrons comme un doublet collé un sur l'autre. Voilà. Ça, c'est pour des espèces qui sont neutres. Parfois, les espèces peuvent être chargées. On nomme les anions et les cations, notamment, sont les espèces chargées. Pourquoi on aurait des cations et des anions? Eh bien, c'est typiquement parce qu'on a un nombre différent d'électrons et de protons dans une molécule.
Par exemple, ici on a un exemple avec le CH3+. Le CH3+, c'est un cation qui est causé par le manque d'électrons, donc un déficit d'électrons sur l'atome central. Regardez le carbone au centre. Il possède 1, 2, 3 points. 3 électrons célibataires, 3 électrons de valence. Normalement, il devrait en avoir 4. Donc, il en manque un. C'est le positif ici qui symbolise le manque d'un électron. Parce que s'il a perdu une charge négative qui est l'électron, il a une charge positive en trop. Ici, plus bas, on peut aussi avoir un cation lorsqu'on a trop de liaisons autour d'un atome central. Par exemple, l'oxygène dans H3O+. L'oxygène, normalement, fait 2 liaisons, parce qu'il possède 2 électrons célibataires de valence. Eh bien, ici, on remarque 1, 2 et 3 liaisons. Donc, une liaison de trop. L'oxygène est comme en manque de 1 électron parce qu'il fait un partage de 1 électron de trop. Oubliez les couleurs autour de ces deux exemples-là. Il y a quelques petites erreurs, mais l'important, c'est que si un atome est neutre lorsqu'il fait 2 liaisons, s'il en fait une troisième, il vient de perdre un électron autour de lui, il vient de le partager avec quelqu'un d'autre, il devient positif. Pour ce qui est des anions, bien les anions, c'est simple, si vous avez une charge négative supplémentaire, eh bien vous avez un anion. Par exemple, autour de l'oxygène ici, normalement l'oxygène a 6 électrons de valence autour de lui, 2 doublets, 2 célibataires, et donc si je compte dans mon exemple de OH-, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 électrons autour de lui. C'est un de trop, normalement c'est 6, et donc il y a une charge négative de plus. Allons un peu plus bas dans la page. Okay. Sautons la petite section sur les liaisons. Allons discuter d'électronégativité. L'électronégativité, c'est quoi? Eh bien, c'est la tendance à attirer les électrons vers lui lorsque les électrons sont partagés dans une liaison. Lorsqu'on est dans un partage d'électrons, lorsque deux atomes, comme 2X, ou lorsque, par exemple, le chlore et l'hydrogène font une liaison, on peut se demander si le partage d'électrons qui est symbolisé ici, le partage, est-ce qu'il est égal ou inégal? Est-ce que c'est un partage équitable ou non? Est-ce qu'il y en a un des deux qui attire plus les électrons vers lui? Eh bien, on remarque dans le tableau périodique que certains éléments sont, de par leur endroit dans le tableau périodique et leurs caractéristiques, beaucoup plus avides d'électrons, donc plus électronégatifs. Ils attirent les électrons vers eux. Donc, dans un partage, c'est eux qui vont vouloir s'accaparer plus souvent les électrons. Et donc, ce ne sera pas un partage égal, ce sera un partage inégal. Les éléments qu'on vous demande d'apprendre, la tendance, c'est la suivante. Le fluor est plus électronégatif. Ça veut dire attire les électrons vers lui. Il est plus électronégatif que tous les autres éléments du tableau périodique. Et on vous demande d'apprendre que l'oxygène est un petit peu moins électronégatif, que l'azote est un petit peu moins électronégatif que l'oxygène, le chlore que l'azote, etc. Cette tendance-là, on pourra l'illustrer dans le tableau périodique dans nos exercices, vous allez voir en classe, et je vous donnerai un mnémonique pour vous rappeler de ces 11 éléments-là, dans cet ordre-là. Si on a des éléments qui attirent les électrons plus vers eux, ça crée des partages inégaux dans les liaisons. Ça crée donc des liaisons qui sont différentes de lorsque les deux éléments sont identiques. Par exemple, les liaisons covalentes, ce sont des liaisons de partage, et le partage peut être égal si ce sont deux éléments identiques qui se partagent, et là le partage il se fait ici. Si le partage se fait entre deux éléments identiques, le partage va être égal. Et donc, ça va créer aucun manque d'électrons pour un atome et aucun surplus d'électrons pour un autre atome. Et donc, à ce moment-là, ça ne crée pas de pôle positif ou négatif. Donc, on appelle ça une liaison qui est covalente, car c'est du partage, et elle est non polaire, parce qu'elle n'a pas créé de pôle lorsque le partage s'est effectué. Si on utilise
un hydrogène et un chlore. Dans notre liste, le chlore est ici, l'hydrogène est là. Et donc, le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc, il aura tendance à attirer vers lui les électrons. Ce que je dessine en vert, c'est comme si c'était l'orbital qui contient ces électrons-là. Eh bien, il y aurait plus d'électrons vers le chlore que vers l'hydrogène. À ce moment-là, ce que ça crée, et on ne sera pas obligé de dessiner l'orbital à chaque fois, mais ce que vous devriez aussi assurément représenter, c'est lorsqu'on a un HCl, il vous faudra dessiner une charge partielle négative près du chlore et une charge partielle positive près de l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est une charge partielle? Eh bien, j'utilise le symbole delta, la lettre D minuscule en grec, donc un delta. Ça symbolise une charge partielle. Donc, ce n'est pas une charge complète. Ce n'est pas moins 1 ou plus 1. C'est moins que ça. Donc, c'est entre 0, qui n'est pas de charge, et 1, plus ou moins 1. Donc, ça peut être 0,5, ça peut être moins 0,2, ça peut être... donc, on ne sait pas exactement combien, mais c'est plus négatif sur le chlore que sur l'hydrogène, parce que le chlore est plus électronégatif. C'est une liaison covalente qui, à ce moment-là, a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Donc, on appelle ça une liaison covalente polaire. Si on place ensemble deux éléments, un qui veut énormément avoir les électrons, comme le chlore, et un qui veut très peu les garder pour lui, ou qui veut très bien les donner, comme le sodium, ici, on se rend compte que si on voulait essayer de partager entre ces deux-là, deux électrons, ce serait impossible. Le chlore s'accapare l'électron du sodium, arrachant un électron au sodium, ce qui cause un sodium plus. Et le chlore, lui, a obtenu un électron de plus, un électron complet. Donc, il est maintenant moins 1. On vient de créer deux ions. Et à ce moment-là, l'interaction entre les deux, c'est plus une interaction entre deux ions, donc électrostatique, c'est-à-dire une charge positive et une charge négative qui s'attirent, un peu comme si on avait deux ions, un positif et un négatif, qui s'attirent comme les charges contraires peuvent s'attirer. À ce moment-là, on a une liaison qui est ionique. Il faut comprendre que ces modèles-là, la liaison non polaire, polaire et la liaison ionique, c'est des extrêmes, si vous voulez, ou c'est des façons qu'on a de représenter les liaisons. Chacune de ces liaisons-là a un caractère qui peut être ionique, et ce caractère-là ionique augmente plus on se rapproche d'une liaison qui est beaucoup plus ionique, comme à droite, ici, qu'une liaison covalente non polaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est 100% ionique, ici. Ça veut dire que ça se rapproche du 100%. Mais une liaison 100% ionique, c'est très, très difficile à obtenir. Et finalement, pour terminer, lorsqu'on a un atome très électronégatif, ou très, très peu électronégatif, par exemple ici, le chlore, il est très électronégatif. Vous trouverez une abréviation pour électronégatif. Moi, j'utilise, certaines personnes utilisent électronégatif. Comme ça, moi, j'utilise je ne sais pas pourquoi, le X bizarre avec un moins. Je ne sais plus d'où ça vient. Et donc, lorsqu'on a un atome très électronégatif comme le chlore, ça veut dire que la liaison entre le chlore et le carbone qui est juste à côté, celui qui porte deux hydrogènes et le reste de la molécule, par exemple comme ceci, celui qui porte le chlore va être dénudé d'électrons, va être un petit peu moins riche en électrons, parce que le chlore attire les électrons vers lui. Et donc, il y aura une charge partielle négative sur le chlore et une charge partielle positive sur le carbone. Cet effet-là, cette capacité d'un atome à polariser une liaison selon son électronégativité, c'est ce qu'on appelle l'effet inductif. C'est-à-dire que c'est un effet qui est induit par la présence d'un atome électronégatif. Et la présence du carbocation ici, pas du carbocation, pardonnez-moi, de la charge partielle positive, va influencer le type de chimie qu'on peut faire à ce carbone-là. Parce que là, c'est un petit peu positif, donc les espèces négatives vont être attirées par ce centre-là. À l'opposé, à droite, nous avons un atome, le magnésium, qui est très très peu électronégatif. Donc, le magnésium, très, et là, je vais utiliser l'opposé d'électronégatif,
électropositif. Ça veut dire que lui, lors d'un partage d'électrons avec un autre atome, comme il pourrait le faire ici avec le carbone, lui, il va être particulièrement positif et le carbone particulièrement négatif. Ce que ça fait, c'est que soudainement, ce carbone-là est négatif et donc va agir comme une espèce qui est négative, va essayer de rechercher d'autres espèces qui sont particulièrement positives. Et donc, ça influence tout le reste du travail, de la réactivité de la chaîne lorsqu'il y a un atome qui peut polariser une liaison comme ça. Bonne journée.